Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Une rose seule de Muriel Barbery. Une rose seule, c'est toutes les roses. Rainer Maria Rilke. Il est donc question de rose dans ce livre. Rose is a rose, is a rose, is a rose, is a rose. Rose, c'est un nom. Rose, c'est l'héroïne de ce livre, un livre qui se passe au Japon, un pays que découvre Rose, et que découvre aussi, je crois, Muriel Barbery au moment où elle écrit ce livre. Une femme nommée Rose va se rendre au Japon, le pays de son père qui vient de mourir, un père qu'elle n'a pas connu, un père qui la convoque post-mortem dans ce lieu-là. Rose est botaniste, mais elle ne regarde pas les fleurs. Or, ce voyage au Japon, peut-être lui apprend-il cela, regarder les fleurs. Il y a des légendes du Japon ou de Chine qui servent de contrepoint ou d'impulsion à ce qu'écrit Muriel Barbery de ce séjour de Rose au Japon. Voilà comment commence le livre. Il commence par une dédicace, puis sur le toit de l'enfer. 1. On raconte que dans la Chine ancienne, sous la dynastie des Song du Nord, un prince faisait chaque année cultiver un carré de 1000 pivoines, dont, à l'orée de l'été, les corolles ondulaient dans la brise. Durant 6 jours, assis sur le sol du pavillon de bois, où il avait coutume d'admirer la lune, buvant de temps à autre une tasse de thé clair, il observait celles qu'il appelait ses filles. À l'aube et au couchant, il arpentait le carré. Au commencement du 7e jour, il ordonnait le massacre. Les serviteurs couchaient les belles assassinées, la tige brisée, la tête allongée vers l'est, jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur le champ qu'une unique fleur, les pétales offerts aux premières pluies de mousson. Alors les 5 jours suivants, le prince demeurait là en buvant du vin sombre. Sa vie entière tenait dans ces 12 révolutions de soleil. Toute l'année, il ne pensait qu'à elles. Lorsqu'elles étaient passées, il faisait vœu de mourir. Mais les heures dédiées à choisir l'élu puis à jouir de leur tête-à-tête muet contenaient tant de vie en une seule qu'il ne voyait pas de sacrifice dans les mois de deuil. Ce qu'il ressentait en contemplant la survivante, une tristesse, en forme de gemme étincelante, à laquelle se mêlaient des éclats d'un bonheur si pur, si intense, que son cœur défaillait. Et puis, après cette légende, un carré de 1000 pivoines, on entre dans l'histoire de Rose. Là aussi, lisons les premières pages. Un carré de 1000 pivoines. Alors que Rose se réveillait et regardant autour d'elle ne comprenait pas où elle se trouvait, elle vit une pivoine rouge aux pétales renfrognés. Quelque chose passa en elle dans un parfum de regret ou de bonheur enfui. D'ordinaire, ces mouvements intérieurs griffent le cœur avant de s'évanouir comme un songe. Mais parfois, le ton transfiguré offre à l'esprit une transparence nouvelle. C'est ce qu'éprouvait Rose ce matin-là dans le face-à-face avec la pivoine qui, de son vase exquis, dévoilait ses étamines dorées. Un instant durant,
Il lui parut qu'elle pouvait rester sans fin dans cette chambre nue, à contempler cette fleur, à se sentir exister comme jamais. Elle observa les tatamis, les parois de papier, la fenêtre ouverte sur des branchages dans le soleil, la pivoine froissée. Enfin, elle s'observa elle-même comme une inconnue rencontrée la veille. Cette inconnue, c'est donc elle-même, cette femme rose dont on nous raconte, de son propre point de vue, un peu le passé, mais un passé dont elle-même ignore certains pans, ses origines japonaises, alors qu'elle-même est rousse, je crois, et ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'une japonaise. Mais son père était japonaise, sa mère française, et sa mère mélancolique a disparu, un peu comme Virginia Woolf dans Un suicide mélancolique. Et puis sa grand-mère aussi s'en est allée, et elle a eu des amants qu'elle n'a pas aimés. Une vie calme et triste, qui se trouve bouleversée dans ce livre, dans cette arrivée au Japon à la mort de son père. Un Japon où on la trimballe de temples bouddhistes en salon de thé, où elle rencontre des gens qui ont connu son père, une Anglaise, et Paul surtout. Paul qui va partager avec elle les souvenirs de ce père qu'elle n'a pas connu, alors que lui était son plus proche collaborateur, et Paul qui va partager aussi les souffrances qu'il a vécues avec elle, la perte de son épouse, et puis un rapprochement se fait, rapprochement entre Rose et Paul, rapprochement entre Rose et ses origines totalement inconnues, le Japon, écrit avec une très grande sensibilité, avec ces fleurs en permanence présentes, que petit à petit on regarde. Et ce qui est beau dans ce livre-là, c'est qu'à aucun moment il n'y a de violence. Il y a de l'intensité, mais pas de violence. Il y a à la fois quelque chose de très sombre et un début de bonheur. Comme un rituel. Elle va au Japon pour découvrir ce que lui a laissé son père. Or, ce qu'elle y découvre n'est peut-être pas ce qu'elle allait y chercher. Alors, lisons encore un extrait où elle s'est rapprochée donc de ce Paul qu'elle rencontre. C'est le chapitre 11 qui commence par une nouvelle légende. Il se murmure que Sessue, le maître du lavis à l'encre de Chine, fut, sous le shogunat des Ashikaga, le véritable inventeur de la peinture abstraite. Il avait une grande maîtrise du trait et de la composition, mais n'aimait rien tant qu'éclabousser au hasard le rouleau encore vierge de gouttes d'encre éparses. Un jour, un riche client, étonné de cette fantaisie, lui demanda ce qu'il en escomptait. « Une branche de cerisier », répondit le peintre, et devant le patricien ébahi, il tourna les lucioles noires en une ramure assassinée de pétales.
La peinture n'est donc qu'une improvisation, demanda l'autre. Le monde est comme un cerisier qu'on n'a pas regardé pendant 3 jours, répondit Sessou. Et le chapitre ensuite s'intitule « Le monde est comme un cerisier ». Il la tint contre lui jusqu'à la chambre. C'est donc Rose et Paul. Il la tint contre lui jusqu'à la chambre, la regarda dans les yeux tandis qu'il se déshabillait. Elle eut l'impression de voir un corps d'homme pour la première fois. Lorsqu'il la pénétra, elle le serra contre elle avec une avidité désespérée. Il passa ses bras sous ses reins, la serra en retour, enfouit son visage dans son cou. Le plaisir était masqué d'une sensation plus puissante, inconnue. « C'est l'intimité », se dit-elle soudain. Et l'ivresse de cette découverte se mêla à sa jouissance. Plus tard, il la regarda de nouveau dans les yeux, et elle sentit des larmes couler sur ses joues. Il jouit dans un cri de soulagement, de chagrin déchirant, de reconnaissance. L'intensité de leur intimité la bouleversait. Les autres hommes ne s'incarnaient jamais. Elle s'enivrait que ce corps fût celui de Paul. Il s'allongea sur le dos en l'enveloppant de ses bras, mais après un moment, il l'écarta doucement de lui et la contempla. Ils s'endormirent dans le bruit de la pluie. Bientôt, Rose s'éveilla en sursaut. Elle était seule. Elle se redressa, entendit l'eau couler, retomba sur les draps. Paul sortit de la salle de bain, habillé, les cheveux mouillés. Il s'accroupit à côté d'elle. « Sayoko va revenir, dit-il. Je t'emmène dîner. » Elle scruta ses yeux, il la releva contre lui et l'embrassa. Elle se doucha et s'habilla, mit du rouge à lèvres, à la pièce de l'érable. « Sayoko arrive, dit-il. » Dans le vestibule, elle s'arrêta devant un grand vase de terre noire où explosaient des branches de lilas blanc et mousseux. « Rose » appela-t-il. On voit cette présence des fleurs, ces fleurs qu'elle voit enfin, au moment où enfin elle rencontre aussi un homme avec qui elle entre dans ce qu'elle n'a pas connu, semble-t-il. L'intimité. C'est assez beau, c'est même très beau, cette simplicité de ce qui lui arrive et pourtant ce mystère, cette profondeur, aucun drame ou trop de drame peut-être, mais soudain, une rencontre. La rencontre avec le Japon, la rencontre avec Paul, la rencontre avec ces fleurs qu'elle n'a pas vues. Elle n'a pas vu que ce jet de peinture, c'était une branche de cerisier. Et là, elle le voit. Une rose seule, c'est toutes les roses. Et ce livre, très sensible, eh bien, il nous permet, je crois, d'entrer dans la subtilité de cet univers tout à fait étrange qu'est le Japon. Muriel Barbery, au fond, nous aide à entrer dans l'univers japonais parce qu'elle-même y est entrée avec étonnement, avec surprise. Et donc, c'est une belle lecture que Une rose seule de Muriel Barbery.